ActuSF, les podcasts. Eh bien, bonjour et merci de votre enthousiasme parce que vous êtes très nombreux. Je crois qu'il y avait très longtemps qu'on n'avait pas vu une foule aussi incroyable sous le Magic Mirror et sous l'ensemble des chapiteaux. C'est vraiment, d'après les chiffres qui me remontent, de vente des libraires, parce que c'est ça notre chiffre. Visiblement, une très belle édition encore qui s'avance. Et on a toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver, vous le public. On a énormément de plaisir à inviter des auteurs, à la fois des auteurs qu'on connaît, comme on fait venir depuis maintenant 2003, tous les 2-3 ans au Minob, et aussi de découvrir toute la jeune génération de la littérature de fantasy et de science-fiction, qu'elle soit française ou qu'elle soit internationale. Et j'ai beaucoup de plaisir à accueillir Nnedi Okorafor, beaucoup de plaisir à pouvoir l'interroger, parce que je sais que vous êtes très curieux de l'originalité de sa science-fiction. Nnedi Okorafor, pour les Français, peu importe aux États-Unis, nous c'est notre réception, et on parlera de ces questions de réception et de regard. Notre réception, c'est un roman qui arrive il y a quelques années. C'est un roman qui touche peu de public parce que l'éditeur ne fait pas bien son travail. Ce sont des choses qui arrivent. Malgré tout, il arrive au jury du prix Imaginal. Et ce premier roman d'une auteure qui n'était pas connue en France décroche d'emblée le prix Imaginal du meilleur roman de fantasy traduit. C'est comme ça que Qui a peur de la mort est découvert par une partie des professionnels, des amateurs, même si peu de public à l'époque l'ont lu pour des raisons éditoriales. Et lorsque je lis ce livre, je me dis que il y a juste un livre, mais c'est le prix Imaginal, c'est pas n'importe quoi. Je vais inviter Nnedi Okorafor, je me tourne vers son premier éditeur, Panini pour pas le nommer, et je lui demande est-ce qu'il y a moyen d'avoir au moins 70-80 livres pour quand même accueillir décemment une invitée, vendre quelques livres. Et l'éditeur me répond le livre n'existe plus, il est pilonné. Il répond par mail. Je me suis évidemment empressé de le transmettre à mes amis d'ActuSF qui avaient adoré le livre et se sont immédiatement précipités vers l'agent de Nnedi Okorafor pour acheter les droits et republier dignement ce roman. Ils le font parce qu'ils aiment le livre, ils le font avec passion, comme nous on invite Nnedi Okorafor parce qu'on entend une voix nouvelle et originale de la science-fiction et de la fantaisie américaine. Et puis tant mieux pour eux. Nnedi Okorafor voit son roman acheté par la grande chaîne HBO. Ça va être adapté en série télévisée. On va faire du temps parce que ça me demande du temps. Mais tout de suite, ça dope la carrière d'un auteur. Ça lui donne une notoriété, une stature. On est, aussi bien l'éditeur que le festival, extrêmement heureux d'avoir repéré le talent de Nnedi Okorafor avant que la notoriété n'arrive. Donc, quel bonheur de l'avoir parmi nous. Peut-être que pour rentrer dans une œuvre, vous savez que j'aime bien le faire, je commence par un extrait. Lève-toi, chuchota ma mère. Plusieurs heures s'étaient écoulées. Mes yeux étaient bouffis et tout mon corps me faisait mal. Je m'assis lentement, me frottant le visage. Ma mère rapprocha sa chaise de mon lit. Je ne sais pas encore ce qui t'est arrivé, dit-elle. Mais elle détourna le regard. Encore maintenant ? Je me demande si elle ne mentait pas. Moi non plus, maman. Je soupirai, massai mes bras et mes jambes courbaturées. Je sentais encore l'odeur des fruits d'Iroko sur ma peau. Elle me prit les mains. Je vais tout te raconter, mais ce sera la seule fois. Elle hésita, secoua la tête et ajouta pour elle-même « Oh, Annie, elle n'a que 11 ans. » Ensuite, elle pencha la tête de côté et prit cet air que je connaissais si bien, cet air attentif. Elle chippa et hocha la tête. « Maman, le soleil était haut dans le ciel, commença-t-elle de sa voix murmurante. Il éclairait tout. C'est alors qu'ils sont venus. Lorsque la plupart des femmes, celles d'entre nous qui avaient plus de 15 ans, tenaient conversation dans le désert. J'avais dans les 20 ans. » Voilà, une mère va parler à sa fille, on verra un passage un peu plus loin, va lui révéler l'origine de sa naissance. Est-ce que ce flashback, par l'intermédiaire de la mère qui parle à sa fille,
Est-ce que c'est le choix d'emblée dans le roman Nnedi Okorafor de la mise à distance ou plutôt le choix de l'émotion intime? Yeah. Okay. The flashback, the flashback in Who Fears Death, where her mother tells the main character Onye Sonwoo about where she came from. It wasn't a moment where I wanted to stop the story. It was actually the exact opposite. It was a moment where I wanted to move the story forward. That was one of the most difficult scenes in the novel to write, because that flashback was extremely graphic. It was extremely detailed, and it's one of the things that is at the core of the story. The novel is named Who Fears Death, which is the name of the main character. The main character's name is Onye Sonwoo, and Onye Sonwoo means Who Fears Death in the Igbo language. At this time, since the novel is set in the future, it's an ancient language. And so that scene was pivotal in showing Onye Sonwoo who she is, but also, God, how do I make this short? It's when I wrote that scene is based not only on just the story, the narrative, but there's a lot of realism as well. I was drawing off of real incidents. One in particular, an orally told story account of a woman from Sudan who had been attacked, and this was real life. So I was drawing from that and weaving that into that whole flashback. So that flashback was operating on many levels. Oui, alors ce flashback dans Qui a peur de la mort, oui, il est très très intense. Donc oui, on y voit la mère d'Onye Sonwoo, qui est donc la protagoniste, lui raconter d'où elle vient. Mais c'est pas si c'est le moment sur lequel s'ouvre le roman, c'est pas le moment à partir duquel moi j'ai voulu commencer à raconter l'histoire. Et en fait, ça s'est même révélé la scène la plus difficile à écrire pour moi, parce que ce flashback, moi je l'ai vécu de manière très très graphique. C'était très très intense. J'ai vu beaucoup de détails. Et c'est vrai que c'est le nœud, le noyau de l'histoire. Et donc dans ce roman, donc qui s'appelle Qui a peur de la mort, la protagoniste, qui s'appelle Onye Sonwoo, s'appelle ainsi parce que justement Onye Sonwoo veut dire qui a peur de la mort en langue Igbo, qui est donc une langue ancestrale, car il faut savoir que le roman se passe dans le futur, dans un futur assez proche. Et donc cette scène vraiment très très cruciale apprend à Onye Sonwoo qui elle est, d'où elle vient. Quand je l'ai écrite cette scène, je me suis pas je suis pas seulement partie du récit en tant que tel et de l'histoire qui allait devoir se créer. Je me suis aussi inspirée de faits réels. Il y a du réalisme là-dedans. Donc je suis partie d'incidents qui se transmettaient par la voie orale. Je suis partie de l'histoire de cette femme, de cette Soudanaise qui avait été victime d'une agression, donc de quelque chose qui s'était produit dans la vraie vie. Et j'ai repris son histoire, cette tragédie, et je l'ai tissée à mon récit sur plusieurs niveaux différents. Can I add one thing that's just add something to your introduction, because I think that a lot of people here don't know what it is, like who I am. So I want to kind of add to that. I would say that HBO has made HBO optioning Who Fears Death has made my career. I've been writing. My first novel was published in 2005. My first novel was Zara the Windseeker, and I have, at this point, I think I have 12 or 15. I've had 15 books published, and each and every single one of them have been award winners. Mm-hmm. And it's been a gradual
incline. Where I started off, nobody knew my name, and when I was writing this stuff back then, only a few years ago, to write African-rooted science fiction and fantasy was unheard of by American publishers. And so gradually I have continued to write these stories and tell these stories, and with each book it's been a slow, a progressive kind of climb. And even before Who Fears Death was optioned by HBO, HBO has been interested in my work as a whole for years. Who Fears Death was published in 2010. They wanted to option it in 2011. It wasn't the right time. And then gradually, they wanted me to write for one of their shows at one point. I'm a professor, so I couldn't make that happen. And so gradually, the right time has come around. So it hasn't just been HBO. It's been a plethora of things that have kind of been converging. It's almost like the planets aligning to make this one really huge thing explode. Permettez-moi d'ajouter quelque chose à votre introduction, à votre présentation, parce que je pense que tout le monde, beaucoup de gens ici ne savent pas vraiment qui je suis. Alors c'est vrai qu'HBO, ça a été un grand tremplin pour moi, mais je dirais pas que c'est le fait qu'HBO ait acheté les droits de Who Fears Death, de Qui a peur de la mort, qui a vraiment propulsé ma carrière. Parce que donc j'ai mon premier roman, je l'ai écrit en 2005. C'était Zara the Windseeker, donc Zara la coureuse de vent. Et puis depuis, j'ai écrit 15 livres et chacun de mes livres a reçu un prix. Et donc, je dirais que plutôt qu'un tremplin, mais c'est plutôt c'était une pente assez douce en fait. C'était une évolution assez progressive qui s'est produite. Et donc quand j'ai commencé à écrire, évidemment, personne ne connaissait mon nom. Et puis personne n'avait vraiment jamais lu de science-fiction ou de littérature fantastique. Ancrée dans la culture africaine. Mais je me suis accrochée, j'ai continué et progressivement, petit à petit, j'ai réussi à faire parler de ce genre et à le faire apprécier des lecteurs. Et puis pour revenir à HBO, en fait, ça faisait déjà des années qu'il s'intéressait à mon œuvre, parce que Qui a peur de la mort donc est apparu en version originale en 2010, et dès 2011, HBO avait voulu acheter les droits, mais c'était pas le moment. Il y avait pas ils avaient voulu donc adapter le roman en série, mais moi je n'avais pas le temps parce que je suis aussi professeur de littérature, donc je pouvais pas me consacrer à ça. Et donc je dirais qu'il y a toute une pléthore de choses, d'éléments différents, de circonstances différentes qui ont convergé. J'emploierais presque l'image d'un alignement de planètes qui a amené à cette explosion à laquelle on assiste maintenant. Évidemment, quand on s'était penché sur la carrière des Corafor, on avait perçu ces phénomènes, mais ce qui nous paraissait extrêmement intéressant, c'est de voir à quel point, et on le voit pour Steven Erikson et d'autres auteurs, à quel point nous, parfois en France, l'arrivée, sauf pour ceux qui lisent couramment l'anglais, l'arrivée des écrivains américains en particulier, mais aussi d'autres nationalités, se fait par le biais évidemment des éditeurs. Et ce qui est tout à fait fascinant d'observer, c'est qu'on découvre parfois avec un incroyable retard des gens qui dans leur propre pays ont déjà construit leur carrière. Et que quelque part la question qu'on pourrait se poser dans le cas de Lady Okorafor, mais on y reviendra, c'est comment se fait-il que avant qu'entre autres Actu SF comprennent et nos amis belges de l'instant qui viennent de publier son premier recueil de nouvelles, comment se fait-il qu'ils aient découvert si tard certains auteurs dont Nnedi Okorafor? On pourra peut-être se poser la question aujourd'hui aussi sur le type de littérature que certains de nos éditeurs croient possible d'adapter en France ou pas. Peut-être aussi qu'ils se sont dit qu'une littérature entre guillemets africaine, une littérature d'une femme noire, ça posait peut-être aussi des problèmes, pas aux États-Unis seulement, mais en France. Et peut-être que c'est aussi une façon de nous interroger, car que quand on est confronté à des auteurs avec autant de talent et autant d'impact, c'est pas normal que nous arrivent si tard. Donc, aux éditeurs, observez bien ce qui se fait. N'ayez pas peur de la nouveauté, parce qu'en plus, parfois, le succès est là. Fin de la parenthèse, mais c'était important, je pense, de le dire. Un peu plus loin, un autre passage. Passage évidemment difficile, brutal. Le ronronnement des scooters. Il y en avait tout un défilé, au moins 40, tous munis d'un drapeau orange, plantés derrière la selle.
Najiba et son groupe s'étaient installés à plusieurs kilomètres du village. Elle l'avait quitté 4 jours plus tôt et depuis ne s'alimentait que d'eau et de pain. Elle savait qui étaient ces nouveaux venus. Comment ont-ils su nous trouver, se demanda-t-elle. Le désert avait pourtant déjà effacé leur piste. La haine avait fini par s'abattre sur son foyer. Au village, les maisons étaient petites mais solides. Le marché, en dépit de sa modestie, ne manquait de rien. Les mariages restaient les plus gros événements. C'était un lieu paisible, inoffensif, caché par des palmiers paresseux, jusqu'à ce jour. Tandis que les scooters tournaient autour des femmes, Najiba jetait un regard en direction du village et grogna comme si elle avait reçu un coup à l'estomac. De la fumée noire montait dans le ciel. La déesse Annie n'avait pas jugé bon de révéler aux femmes qu'elles étaient déjà mortes, que pendant qu'elles avaient la tête dans le sable, leurs enfants, leurs maris et leurs parents étaient assassinés chez eux et leurs maisons incendiées. Chaque scooter était piloté par un homme et certains d'entre eux étaient accompagnés d'une femme. Leurs visages solaires disparaissaient sous un voile orange. Leurs couteaux vêtements militaires, pantalons et tuniques couleur sable, bottes de cuir, étaient probablement traités au gel pour rester frais, malgré le soleil. Najiba fixait la fumée debout, bouche bée. Elle se rappelait que son mari avait toujours désiré acheter de ce gel pour en enduire ses vêtements quand il travaillait dans les palmiers. Il n'avait jamais eu les moyens de s'en offrir et il ne le pourra jamais, se dit-elle. Les femmes au kéké, est-ce que je le prononce bien, se mirent à hurler et à courir en tous sens. Najiba cria si fort que tout l'air quitta ses poumons. Elle sentit quelque chose se briser au fond de sa gorge. Elle comprit bien après que c'était sa voix qui l'abandonnait pour toujours. Elle courut dans la direction opposée au village, mais les Nurus formèrent un cercle autour d'elle et les regroupèrent comme des chameaux sauvages. Les femmes au kéké tremblaient de peur à présent. Leurs longs vêtements pervenches dansaient dans la brise. Les Nurus descendirent de leur scooter, mais leurs femmes restèrent perchées sur la selle. Le cercle se referma, les viols commencèrent. Et j'en reste là. L'éruption de la violence sexiste, de la brutalité, de la guerre qui fait irruption dans un monde en paix, est-ce que pour vous, Lady Okorafor, c'est la situation de l'Afrique ou est-ce que plus probablement, c'est malheureusement universel, c'est la brutalité parfois, pas seulement des hommes, là on voit qu'il y a des femmes y compris, qui sont complices. Est-ce que c'est la brutalité de la guerre, la brutalité de la dépersonnalisation, la brutalité du sexisme que vous avez voulu, au travers de ce roman, ou de ce passage en tout cas dénoncé? That's a very difficult, a difficult scene. I don't think I've ever read that scene aloud. That scene was difficult to write, very, very difficult. I had a lot of nightmares when writing that because, you know, when you're writing, you're very close to, it's like living what's happening, and especially through the point of view of the character. It was a terrible, not an easy experience. That said, does this violence happen specifically in Africa? I think it's universal. It's universal. It can happen, and there's something for me as a writer. I feel I've always felt very aware of the fact that the societies that we know and live within and we're comfortable and feel safe in these societies could fall apart at any given moment with the slightest thing. And I'm very aware of that, and that is a terrifying thing. And so in this story, it's exploring, in this story, it's very specific. I mean, it's these things can happen universally. These things can happen anywhere. But in this story, it's very specific because I was drawing from incidents I was drawing from what was happening in Sudan in particular, with the Janjaweed, who are men on horses, attacking women, and in attacking them, raping these women, and that practice being weaponized with the purpose of not just doing violence to those women, but hoping to create children that were results of rape. And so within this patriarchal culture, the child is of the father. And so these ethnic groups were going in and doing this to these women with hopes of creating children. And so these children will be born within these families, and they will be the children of the rapists. So it's like going in and destroying the family from within. It's a very sophisticated form of erasure.
and that has happened, and that was what was happening in Sudan. And when I read about that, I was like, this is the most sophisticated evil practice I have ever seen. It's like it's warfare on a genetic level. So that was really what I was drawing from with all of that. But it was a really extremely difficult scene to write. Cette scène a été vraiment très 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 dur. Ça a été très dur de l'écrire pour moi. D'ailleurs, je n'ai jamais réussi à la lire à haute voix, jamais. Et quand je l'ai écrite, j'ai fait beaucoup de cauchemars, parce que vous savez que quand on écrit, eh bien on a une proximité, une intimité vraiment très 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 grande avec les personnages. On vit vraiment ce qui se produit dans le roman. On vit à travers et on voit ce qui se produit à travers les yeux des personnages. Alors après, quant au fait de cette violence, est-ce qu'elle est particulièrement africaine ou pas? Ben non, malheureusement, comme vous le disiez. La violence, c'est quelque chose d'universel. Et moi, en tant qu'écrivaine, j'ai toujours eu conscience justement de la fragilité de notre culture, de nos sociétés. J'ai toujours eu conscience que tout ce que nous croyons connaître, ce que nous croyons vivre, que nous croyons immuable, ce qui fait que nous nous sentons en sécurité et à l'aise dans notre société, eh bien tout ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Et ayant cette conscience-là, eh bien j'ai une sorte de terreur, c'est terrifiant. Et donc ce qui se passe dans la scène que vous venez de lire peut malheureusement se passer n'importe où. Mais dans cette histoire, dans ce récit, il y a quand même une spécificité, parce que je suis partie, comme je le disais tout à l'heure, d'événements, de faits réels. J'ai voulu parler des Janjaweed, vous savez, ces combattants soudanais. Ce sont donc des cavaliers qui passent leur temps à agresser les femmes, à les violer, ce sont donc des combattants armés, et donc ils veulent violer ces femmes, pas seulement pour les violenter, mais ça va plus loin, c'est parce qu'ils veulent créer des enfants, engendrer des enfants qui sont nés du viol, parce que dans leur culture, il faut savoir que l'enfant est toujours l'enfant du père avant tout. Et donc, quand un enfant né du viol naît au sein d'une famille, eh bien, c'est effectivement le but ultime de ces Janjaweed, c'est vraiment de faire naître des enfants du viol pour détruire la famille de l'intérieur. Et je trouve que c'est vraiment une façon très très spécifique et vraiment très 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 forte et dure, une façon d'éradiquer et d'annihiler un peuple. Et en fait, ce qui se produit au Soudan avec ces Janjaweed, je trouve que c'est vraiment la forme, le mal, c'est une forme de mal vraiment très 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 élaborée. C'est donc une guerre qui se mène à un niveau génétique. Et voilà, il y a tout ça dans cette scène. Et ça a été très dur pour moi de l'écrire. J'avais évidemment reconnu ces groupes armés qui au Soudan font ces horreurs, mais malheureusement d'autres s'en inspirent et les font ailleurs et dans d'autres continents et d'autres cultures et d'autres couleurs de peau et d'autres religions, partout le mal. La question du mal, est-ce que c'est pas aussi la violence contre les femmes? Est-ce que quelque part, bien sûr, je rassure ceux qui sont ici, pas nos lecteurs, mais est-ce que quelque part un certain nombre d'hommes ne font pas sur toute la planète une guerre impitoyable aux femmes? Lady Okorafor. Oh, certainly. This is just one of a plethora of examples of violence that is inflicted onto women, and Who Fears Death is very much about exploring the various ways that violence and discrimination are enacted upon the female body. You know, that is definitely something that I am that I was drawing off of. The interesting thing is that when I wrote Who Fears Death, this was not even my intent. You know, I mean, these are things that I'm concerned with, deeply concerned with, and angered by, and
often feel powerless about addressing. They're always on my mind, always. But when I sat down to write Who Fears Death, I wasn't thinking I wanted to write a book specifically about this. It just came out. It came out in many ways and in many forms. Another theme that is similar, that is along the lines of violence against women in Who Fears Death is patriarchy, just the idea of how women have to navigate through patriarchy. And that's another theme that kind of, that is very prominent in Who Fears Death as well. Oui, absolument, oui, c'est vrai. Et cette scène dont nous venons de parler, c'est juste un petit élément parmi une kyrielle d'autres exemples qui montrent justement la violence qui est imposée, qui est faite aux femmes à travers le monde. Et dans Qui a peur de la mort, eh bien, j'ai voulu explorer toutes ces différentes manières, ces différentes façons toutes les formes de violence qui sont infligées au corps féminin, la violence, la discrimination. Donc oui, je me suis inspirée de nombreux exemples comme cela. Mais en même temps, quand j'ai écrit donc Qui a peur de la mort, je n'avais pas non plus l'intention conscientisée de parler de ces sujets-là. Ce sont des sujets qui m'intéressent, qui sont en moi, sont des sujets qui font naître une colère en moi. Et puis sont aussi des sujets qui font aussi naître un grand sentiment d'impuissance parce que je ne sais pas forcément comment en parler. Ce sont des sujets que j'ai toujours à l'esprit. Et il y a alors, comme on parle de la violence faite aux femmes, et c'est quelque chose qui est aussi abordé dans Qui a peur de la mort, c'est le problème de la patriarchie, cette patriarchie et c'est ce monde hostile dans lequel les femmes doivent évoluer. Ça, c'est très très prégnant dans Qui a peur de la mort. Justement, une petite parenthèse avant de revenir à un extrait du livre. J'ai eu l'occasion de lire des interventions que vous avez faites sur le net, où j'ai vu que vous aviez des positions, que vous parliez d'une voix extrêmement claire, extrêmement nette, ce qui parfois fait plaisir. Et je me suis posé une question, je me dis tiens, il faudra que je lui demande quand elle viendra à Épinal. Il y a quelques années, aux États-Unis, 2 petits groupes alliés, de vilains lapins, pour tout dire, puisqu'ils s'appelaient Rabbit eux-mêmes, de vilains lapins, ont estimé que lors des Hugo, c'est-à-dire l'une des plus grandes récompenses des conventions de science-fiction américaines, des prix extrêmement importants, il y avait trop de gays, trop de lesbiennes, trop de transgenres, trop de noirs, trop de latino-américains, bref, trop de pas assez blancs, pas assez suprématistes blancs, et ils ont fait une campagne organisée pour éliminer tous les auteurs qui faisaient partie de quelles qu'elles soient des minorités américaines. Ça commence à faire du monde, de façon y compris, parce que on peut avoir des batailles idéologiques, il faut toujours penser à soi pour y compris placer ses propres bouquins. L'affaire a quand même, et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui réagissent face à ce genre de manœuvre. La plupart des lecteurs, y compris le lecteur qui était peut-être pas si loin politiquement de ces gens-là, ont trouvé ça scandaleux qu'on n'éliminait pas des gens en littérature par rapport à des prix parce qu'ils avaient telle ou telle couleur de peau, telle ou telle identité ou sexualité, ou telle façon de penser, y compris des gens comme Mike Resnick, qui est pourtant pas un homme qui se classerait, je dirais, chez les démocrates, mais plutôt chez les républicains, avait dit que c'était scandaleux. Ça fait plaisir, puisqu'on l'avait invité ici. On s'est dit, bon, au moins, il a dit que ça n'allait pas. Mike Resnick, qui avait protesté sur ça. Et beaucoup d'auteurs ont protesté. Martine a pris position clairement. D'autres. Est-ce que vous avez été parmi les gens visés par ces suprémacistes blancs, Nnedi Okorafor? Oh, yes, very much so. And for me, I became a part of the science fiction and fantasy community kind of backwards. So I wasn't familiar with all of the old, with this problem. I didn't even know it existed, even though it's very logical. It's very American. That whole thing is very American. So when I won the Hugo
it was then that it was just before I won the Hugo that I started just hearing people saying things, especially in social networks, especially on Twitter, where I'm hearing these racist, strange comments. And I wasn't familiar with it, and I wasn't familiar with who they were. But I learned about them through hearing their words. And for me, you know, the whole phenomena was nothing new to me. It was nothing new. I've grown up as a black woman in the United States. The neighborhood that I grew up in was extremely racist, and I had to deal with that every day. So hearing them come at me with their words and their discriminatory behavior, one, was nothing new to me. Two, didn't scare me, just sounded silly and outdated. It sounded like fear. It sounded like fear of being joined by others, by the various others who outnumbered them. And really, when you look at what has happened over the last year and a half, 2 years, when you look at the presidency, the whole thing with the Hugos to me was just a microcosm of a greater issue. It's something that has been present there, and it is concerning. But for me, it's part of being American. It is part of being what I am. It is something that exists that I know needs to be addressed and will be addressed. It's just part of what comes with doing what I do. It's part of what comes with all the others, and I don't even like that phrase, because we are not others, we are the majority, and we are just who we are, but it's part of what comes with that. So it doesn't surprise me. It saddens me, but it doesn't surprise me. I could say more, but I'm just going to cut it short. Later on. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et puis, j'ai vraiment été, la cible de ces actions répréhensibles, oui. Et en plus, alors moi, ce qui est étonnant, c'est que donc moi, je suis arrivée dans la communauté de la science-fiction un petit peu. Je suis pas arrivée par la grande porte. Je suis arrivée de manière un peu détournée, un peu à reculons en fait. Je suis arrivée sur le tard. Et donc, mais je savais quand même qu'il existait des tensions comme ça, parce qu'en fait, quand on y pense, c'est assez logique en fait. C'est assez américain comme genre de réaction, cette réaction haineuse. Et donc quand j'ai gagné le prix Hugo, juste avant, j'ai commencé à entendre ou à voir sur Twitter, sur les réseaux sociaux, tout un tas de commentaires désobligeants et très bizarres et surtout très racistes. Je savais pas vraiment qui étaient les gens qui postaient ça, et j'ai appris, je les ai découverts à travers leurs commentaires. Mais de toute façon, ce phénomène de haine raciale, c'était pas quelque chose de nouveau pour moi, parce que j'ai grandi aux États-Unis, dans un quartier blanc extrêmement raciste, et donc cette haine, j'y ai été confrontée au quotidien. Et d'une, c'est cette haine là des rabbits, c'était pas nouveau pour moi. Je savais comment comment faire avec, et puis deux, ça me faisait pas du tout peur, parce que en plus d'être une façon de réagir complètement rétrograde, mais c'était aussi une réaction complètement engendrée par la peur que ces gens avaient d'être rejoints ou de voir l'autre arriver dans son champ d'action, et la peur de voir l'autre être en surnombre, et donc quand vous voyez d'ailleurs ce qui se passe aux États-Unis depuis un an et demi, avec au niveau de notre président dans les hautes sphères de l'État,
on se rend compte que ce qui s'est passé au moment du prix Hugo, en fait, c'était juste une sorte de microcosme de la société américaine dans son ensemble. Et donc, c'est vrai que c'est très inquiétant tout ça. Mais en fait, quand on y pense, ça fait juste partie de l'identité. C'est quelque chose. Quand on est américain, ben en fait, on doit faire avec, et ça fait partie de qui je suis. C'est quelque chose. Je sais que ça existe, je dois faire avec, et je sais que je dois aborder le sujet, je dois en parler. Et donc oui, c'est ce que je fais. Et alors, pour revenir au terme de l'autre, en fait, c'est pas un mot que j'aime beaucoup. C'est pas une expression que j'aime beaucoup employer, parce que en fait, nous, ceux qu'on dit autres, en fait, c'est nous la majorité. C'est ça que nous sommes. C'est vrai, si on additionne les femmes, les différentes minorités de couleur, finalement, on est 2/3 du pays, donc c'est valable aux États-Unis, c'est valable en France et en Europe. Finalement, ça devrait être rassurant, on devrait faire avancer les choses. Puis il y a quand même des garçons très sympathiques, mâles blancs, hétérosexuels, avec qui on peut faire plein de chemins ensemble. Donc finalement, c'est ce que nous dit Nnedi Okorafor. Il y a à la fois la haine, mais il y a aussi, heureusement, tous les gens qu'on trouve ici très différents aux Imaginales et qui sont rassemblés par l'amour des écrivains et de la littérature. Et ça, quand même, ça rassure. Petit extrait à nouveau, et très différent. Une fois couché, je m'endormis et rêvais de sable apaisant, sec, doux, vierge et chaud. J'étais le vent roulant sur les dunes, puis je survolais des terres arides craquelées. Les feuilles des arbres tenaces et des buissons secs chantaient à mon passage. Alors, une route poussiéreuse apparut, puis d'autres, pavées ou recouvertes de sable, pleines de gens chargés de sacs pesants, de scooters, de chameaux, de chevaux. Au fur et à mesure, elles devinrent noires, et lisses, et brillaient, comme si elles suaient. Les gens qui les empruntaient portaient peu de choses. Ce n'étaient pas des voyageurs, ils étaient tout près de chez eux. Le long de la route se dressaient des échoppes et de grands bâtiments. À Jouawir, on ne conversait pas à côté des chemins ou dans les marchés. Il n'y avait qu'une petite poignée de gens à la peau claire, où aucun d'eux n'était nu rue. Le vent m'avait donc emporté loin de chez moi. En revanche, l'essentiel de la population ici était nu rue. J'essayais de me rapprocher, plus j'avançais et plus il devenait flou, tous sauf un. Il me tournait le dos, je l'entendais rire à des kilomètres à la ronde. Il était très grand et se tenait au milieu d'un groupe d'hommes nus rue. Il leur adressait des mots passionnés que je ne comprenais pas tout à fait. Son rire vibrait dans ma tête. Il portait un cafetan bleu. Il se tourna vers moi, je ne vis que ses yeux. Ils étaient rouges, le centre d'un blanc incandescent et ondoyé. Ils se fondirent en un immense œil unique. La terreur envahit mon esprit comme un poison. Je compris parfaitement ce qu'il dit ensuite. « Arrête de respirer, grogna-t-il. Arrête de respirer. » Un rêve un peu effrayant quand même, Nnedi Okorafor. Quelle est la place du rêve dans la société que vous décrivez et dans ces univers légèrement futuristes que vous mettez en scène dans vos romans et dans vos nouvelles, Nnedi Okorafor? Dreams. Gosh, I have a love-hate relationship with dreams in literature. In Who Fears Death, dreams for Onesonwu are a time when her mind is open, where where she can be found, where she can be seen. And where I got that from is that oftentimes I feel like when we sleep, there's a type of sleep you can have where you're just, or at least I think that you're open to influences and to energies. And there's also the type of sleep that you can have where you travel. And if anyone remembers having these kinds of dreams where you dream and you don't even, when you wake up, you don't remember where you've been, but you know you've traveled far. So there are times when dreams are not dreams. And those moments are, in Who Fears Death, those moments when she's sleeping are those moments where those are not dreams. Those are beyond dreams. If they were dreams, they would just be nonsense and meaningless things that your brain is doing. But in Who Fears Death, when she's sleeping is when she's unprotected and when she's open to these things.
Oui, alors c'est vrai que oui, le lien entre rêve et littérature de l'imaginaire et littérature tout court, oui, c'est quelque chose de passionnant et qui remonte à très loin. Mais dans Qui a peur de la mort, quand Onye Son-woo, la protagoniste, rêve, eh bien, c'est un moment où son esprit est complètement ouvert, un moment où on peut aller la cueillir, où elle se rend visible. Et je crois que donc, dans notre sommeil, il y a deux types de rêves en fait, deux types de sommeil. Il y a ce sommeil pendant lequel on est ouvert à des influences, à des énergies. Et il y a aussi un autre type de sommeil où on voyage. Je pense que tout un chacun ici a déjà fait des rêves, passé des nuits où il ou elle rêvait, mais il se réveillait, il se souvenait pas du tout de son rêve, mais par contre, il ou elle avait la certitude qu'il avait voyagé très loin pendant ce rêve. Et donc il y a ces moments où le rêve n'est justement plus le rêve. Et dans Qui a peur de la mort, quand Onye Son-woo dort dans les scènes de sommeil, eh bien, elle n'est pas dans le rêve. Ce qui se produit, c'est au-delà du rêve. Parce que si c'était juste un simple rêve, en fait, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Ce serait juste quelque chose qui se passe dans son esprit, mais qui n'est pas très chargé de sens. Et donc voilà, les moments où Onye Son-woo rêve, ce sont des moments où en fait elle baisse la garde et où elle est ouverte à toutes sortes de choses. Un autre petit extrait, ça sera le dernier parce que le temps avance et on va aussi parler du recueil de nouvelles, donc Qui a peur de la mort, le roman d'Hideko-Raffort. Il y a peu de vrais sorciers dans ces contrées. Ils ne deviennent pas par choix. C'est pourquoi nous sommes accablés par la mort, la douleur et la colère. D'abord, il y a un grand chagrin. Puis quelqu'un qui nous aime demande à ce que nous devenions ce que nous sommes censés devenir. C'est probablement ta mère qui t'a poussé sur ce chemin. Elle ne manque pas de secret, chat. Il s'interrompit comme s'il considérait son affirmation. Elle a dû le demander le jour où tu as été conçu. Sa demande a apparemment contré celle de ton père de sang. Si tu avais été un garçon, il aurait eu en toi un allié plutôt qu'une ennemie. Les grands points mystiques ne sont qu'un outil servant un but. Chaque sorcier a son propre but. Mais je ne peux pas te les apprendre si tu ne passes pas l'initiation. Demain. Aucun des enfants qui sont venus à moi ne l'a réussi. Ils rentrent chez eux battus, brisés, faibles, malades. Qu'est-ce qui se passe durant l'initiation ? Demandai-je. Ton être même sera mis à l'épreuve. Pour apprendre les points, tu devras être la bonne. C'est tout ce que je peux te dire. As-tu jeté ton diamant ? Oui. On va en rester là, parce qu'il ne faut pas laisser découvrir plus de choses dans le roman. Là aussi, est-ce que pour un blanc, un occidental, est-ce que le sorcier n'est pas un cliché ? Et comment vous, Hideko-Raffort, vous l'utilisez dans votre roman ? The sorcerer, you're talking about the character Aro, or, yeah, maybe the sorcerer or witch in Western culture is a stereotype, but Who Fears Death is not of Western culture. So therefore that doesn't matter. In the culture that Who Fears Death is kind of is based in, the sorcerer is a powerful figure. Depending on the story, the sorcerer could be evil or good or neither, but it's a powerful symbol. Mm-hmm. Oui. Oh, sorry. Oui, donc je présume que vous parlez d'Aro, c'est ça, hein, ce sorcier. Oui, alors peut-être oui que dans
culture occidentale, l'image du sorcier, et oui, voilà, est un petit peu un cliché. Mais en fait, qui a peur de la mort ne se passe pas dans la culture occidentale. Donc finalement, on s'en fiche que ce soit un cliché ou pas. En fait, le type de sorcier sur lequel eh bien Harrow se base, eh bien c'est une figure très 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 puissante. Et donc, suivant le type d'histoire dans lequel cette figure va être mise en scène, eh bien, c'est un sorcier qui peut être bénéfique ou maléfique ou ni l'un ni l'autre. Mais c'est toujours quelqu'un de très 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 puissant. On va maintenant légèrement laisser le roman un peu de côté, mais vous allez le trouver tout à l'heure sous la bulle du livre et interrogation écrite l'année prochaine. Bien sûr, vous allez le lire, vous verrez, c'est une superbe découverte. Premier recueil de nouvelles, Cabu Cabu, une nouvelle primée, encore une, de Nédé Okorafor, et les éditions de l'Instant que je tiens à saluer. Il s'agit d'un jeune et nouvel éditeur qui fait vraiment un travail magnifique, qui publie des livres épatants, et qui fait à chaque fois des choix surprenants. Il repère les livres quand il est traduit, que les autres éditeurs français, beaucoup plus importants parfois, n'ont pas su repérer à temps. Et là encore, c'est un excellent choix, puisque ce sont des nouvelles extrêmement originales, qui changent complètement de ce qu'on lit d'habitude, que nous propose Nédé Okorafor. Petit extrait. Le conducteur monta et ferma sa porte en la claquant. S'il avait remarqué l'anxiété dans son regard, il avait choisi de ne pas la mentionner. « Vous n'avez toujours pas répondu à ma question, dit-il. » Tout en balançant son bras droit au-dessus du siège passager avant, il se tourna de manière à pouvoir la regarder, tandis qu'il démarrait le taxi. Encore une surprise. Malgré l'apparence miteuse du véhicule, le ronronnement de son moteur était à peine audible. Moteur hybride, c'est certain, conclut Ngozi. « Comment pourrais-je savoir où vous emmenez si vous ne me dites pas où vous allez, je vous l'ai dit. » Ngozi fronça les sourcils. « N'ai-je pas précisé au Har? United Airlines? Je vais à New York. »« Vous avez des parents là-bas » demanda l'homme. « Vous rendez visite à votre famille ?»« Non. » Elle fit un signe de la main et se confessa enfin. « Je vais au Nigeria. Porte à Harcourt. Ma sœur se marie. » L'homme grimaça, je m'en doutais. « Vous ne pouvez pas cacher l'endroit où vous êtes né, oh. Pas avec ces dreadlocks de dada sur votre tête, vous êtes toujours une fille, Igbo. »« Une femme, le corrigea-t-elle, de plus en plus agacée. Une femme extrêmement pressée. Je suis avocate, vous savez. » Et merde, pensa-t-elle, ferme-la, Ngozi. Il n'a pas besoin de savoir tout de toi pour te conduire à l'aéroport. Et ce qui va se passer ensuite, c'est qu'il va essayer de m'arnaquer tout mon argent façon nigériane, féroce et tordue. Ah, bien, une grande femme Igbo alors, murmura-t-il pensivement. Et je suis né, j'ai été élevé ici, ajouta-t-elle, incapable de résister. Donc je suis Igbo, nigériane et américaine. C'est dit. Nédé Okorafor. On a le droit d'avoir une identité multiple dans vos romans et dans la vie réelle, Nédé Okorafor. Certainly. Most of my stories kind of, actually, yeah, I'd say most of them, beg the question of identity. You know, identity is a very important topic to me because it is constantly coming up for me. Someone is always questioning my identity. It happened this morning on Twitter where someone was questioning, what am I? Like, what am I allowed to call myself? And when I said what I wanted to call myself, that was questioned, and he corrected me. And I'm like, how do you correct someone on the way that they view themselves? So the issue of identity is very much a part of the narratives that I tell. And in the excerpt that you just read from Kabu Kabu, that moment where the taxi driver is asking her all of these questions of that question of who are you, what are you, and then kind of making fun of little things. That's one. That's a moment I've lived many times. I'm very, very familiar with. But that questioning of identity, I think a lot of people can relate to that. We're constantly being asked, who are you, and how, and if your response is complex. If it's something that is outside of the norm, or it's something that people can't easily recognize and pigeonhole, it becomes a problem. You know, so that's something I'm always kind of poking at and trying to get the reader to think about.
Oui, tout à fait. Dans la plupart de mes récits, eh bien, c'est vrai que la question de l'identité est posée. C'est parce que c'est vraiment un sujet, une problématique qui m'est très chère, notamment parce que c'est une question qui revient constamment pour moi. Il y a toujours quelqu'un pour me demander justement d'en dire plus à propos de mon identité. Et d'ailleurs, pas plus tard que ce matin sur Twitter, on m'a encore demandé mais qui es-tu, quoi, qui êtes-vous et comment est-ce que vous vous définissez, comment est-ce que vous pensez avoir le droit de vous définir. Et donc quand j'ai répondu à cette personne quelle identité je pensais avoir, comment je pensais pouvoir avoir le droit de me définir, l'interlocuteur s'est permis de me corriger. Alors, mais c'est quand même incroyable. Comment est-ce qu'on va corriger comment répondre à quelqu'un qui vous corrige quand vous-même vous lui dites qui vous pensez être. Et donc oui, effectivement, l'identité c'est vraiment fait vraiment partie intégrante de mon œuvre. J'en parle énormément. Et donc dans Kabou Kabou, dans le passage que vous venez de lire, eh bien le chauffeur de taxi se livre à une sorte d'interrogatoire. Il pose tout un tas de questions à Ngozi. Alors lui demande qui elle est, d'où elle vient, et puis il se moque d'elle quand elle lui répond. Et alors ça, c'est une situation qui m'est arrivée beaucoup de fois. Me retrouver face à des gens qui me demandent de définir mon identité, de dire qui je suis, et puis qui en sont amusés. Et alors quand en plus ces personnes vous demandent de vous définir, si vous donnez une réponse qui est un petit peu complexe, qui sort du cadre normatif, une réponse qui peut pas facilement être mise dans une case ou sur laquelle on peut pas facilement mettre le doigt, tout de suite ça commence à poser problème. Finalement, on a peut-être le tort, nous, membres de minorités, de ne pas régulièrement demander aux hommes blancs, mâles, hétérosexuels, parfois catholiques qu'on croise, définissez-vous. Finalement, ils seraient surpris. Renvoyer, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Et que dans le romanesque, Nnedi Okorafor le pose, je trouve que c'est rafraîchissant. Ça veut dire que les choses sont dites et sans causticité inutile, avec clarté. Et son romanesque, pour ça, est novateur. C'est-à-dire qu'il dit des choses dans le roman de science-fiction en l'occurrence, qu'on ne voit pas souvent en littérature, même si vous l'avez vu peut-être au cours de certains de ces cafés littéraires. Les choses changent quand même vite et fort en France, dans la littérature de fantasy et de science-fiction. On voit arriver quand même des personnages différents, des romans différents. On voit arriver une diversité qui était inconnue quasiment dans la littérature, y compris l'imaginaire. En France, j'ai l'impression que sur ça, les États-Unis sont quand même un peu en avance sur nous, Français. On n'est pas le sel de la terre toujours, on a quand même commencé à prendre conscience de ça. Is that a question? Non, une remarque, on pouvait être en désaccord ou en accord, simplement. Dernier passage, et puis après il sera temps de se quitter provisoirement. En tout cas, pour retrouver encore un petit moment Nnedi Okorafor pour une signature. Parce que je crois qu'il y a des lecteurs qui vont encore vouloir acheter ce roman et ce recueil de nouvelles, tous les deux magnifiques. J'ai couru à toute vitesse jusqu'au site. J'étais tellement excité. Oh, avec ces seaux d'essence. Imagine un peu le nombre de pièces de bicyclette que j'aurais pu transporter dans ce foutu camion inutile qu'on possède. Vu que je suis grand et fort, j'ai pu facilement me retrouver à l'avant de la foule. Il y avait une grande mare d'essence, et plus d'une centaine de personnes se massaient autour d'elle. Ça ressemblait à un étang rose. L'essence sortait du pipeline comme une fontaine. Des hommes, des femmes, des enfants, des Igbo, des Ogoni, des Elfig, des Yoruba, des Osas, des Ijoas, Jacques, je prononce sans doute pas très bien. Nous aurions pu nous battre entre nous, mais nous étions tous de la même panade. J'ai même vu un blanc là-bas. On avait tous besoin d'essence. Des bols, des bouteilles, des seaux, des brouettes, des jerrycans. Nous utilisions tous ce que nous avions sous la main pour collecter l'essence. L'odeur était accablante. Oh, attaquer mon nez, collé à mes vêtements. Nous y faisions face, le nez coulant, tournant la tête sur le côté, crachant sans cesse, en pensant que nous aurions juste à laver nos corps et nos vêtements après ça, à boire des litres d'eau, de bière, de vin de palme, pour nettoyer nos entrailles, à remplir nos ventres de fûts, de soupe et de plantains, une fois nos récipients remplis. C'était de la folie. C'est toujours de la folie.
Regarde ce que ce maudit gouvernement a fait de nous, des zombies, des robots prêts à tout pour une goutte d'essence. Je me rappelle être rentré à la maison en riant avec mes seaux remplis. Sur le chemin, j'ai croisé une des femmes du marché qui transportait des seaux de toute taille et de toute forme sur sa tête. Elle était venue pour en emporter le plus possible elle aussi. Très très intelligente cette femme. J'ai déposé mes seaux et j'ai sorti quelques néras pour lui acheter 2 seaux de plus. Je les ai posés sur ma tête et je suis rentré. Tu te rappelles ce moment, hein, Anya ? Quand je suis rentré à la maison avec l'essence, que je l'ai déposé et que j'ai pris les nouveaux seaux pour y retourner. Tu n'arrêtais pas de me demander ce que j'étais en train de faire, mais j'étais trop pressé pour te répondre. Un des seaux était bleu, l'autre orange vif. Oh, si cette femme n'avait pas été là pour me les vendre. Mais je ne peux pas lui en vouloir, pas vrai ? Elle faisait juste ses affaires, non ? J'aurais fait la même chose si j'avais été à sa place. Donc j'y suis retourné. Quand je suis arrivé, j'étais sur le point de me frayer un chemin à coups d'épaule dans un groupe de grosses bonnes femmes. Elles riaient et se racontaient comment elles allaient vendre cette essence. On allait tous se faire une fortune. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Je l'ai d'abord entendu un fou tout doux. Ensuite, il y eut la chaleur et la lumière. Scène qu'on voit parfois dans certains pays, entre autres au Nigeria, qui est un des plus grands producteurs de pétrole du monde, qui est un pays qui possède de grandes richesses. Et pourtant, lorsqu'un pipeline ouvert ou un camion qui se renverse, on voit des gens se précipiter avec des seaux pour se procurer de l'essence. Est-ce que quelque part, cette scène n'est pas une critique sociale, qu'on pourrait d'ailleurs faire dans d'autres pays, entre ceux qui possèdent et ceux qui n'ont rien, et qui donc mettent leur vie en danger ? Oh, certainly. Spider the Artist, that story is all about that. It's all about... that one is actually a very political story because it is based on a situation that is very current in Nigeria, where Nigeria is one of the top oil producers of the world, and this has really not been a good thing for the country. And so we've got the Niger Delta is where most of the oil is being mined, and because of that part of the country has become an environmental disaster, and the people who live there are living with it. They have to live with gas flares, which are air pollution and noise pollution. They have to live with pipelines running behind their homes. They don't get any of the benefits of the fact that most of the wealth in the nation is being made from what is being mined from their lands. The peoples who live there were traditionally fisher folk, and their fish have all been killed off because of the mining of oil. And so this is and so there are many issues with oil companies in that part of the world, the Niger Delta, and so you've got rebels also who are fighting the government, but also can be corrupt at the same time, and then you've got the poor people who are living in the midst of all that. And so this was, being a Nigerian American writer, it was inevitable that this issue kept popping up in my work. So to bring it back to that specific scene, it's called bunkering, where where a pipeline is either purposely broken open or accidentally broken open. And so you have in a lot of cases gasoline spewing from these areas, and people will gather and collect that and then sell it off on the black market. And then every so often someone is stupid enough to light a cigarette, for example, and everything goes boom. And that's happened many times, and you'd see hundreds of people burned to death just from those situations. So that's very much what Spider the Artist, that short story was from that, from all of that. I'll stop talking because this will go on and on. There's so much. That story is very rich. That story it's short, but it's dealing with a lot. Ah oui, donc dans cette nouvelle, l'artiste araignée, eh bien, oui, on parle effectivement, du problème de l'extraction de pétrole au Nigeria. C'est une nouvelle qui est très 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 politique, et elle est vraiment ancrée dans la situation actuelle au Nigeria. Le Nigeria, qui est donc, comme vous le disiez, un des plus gros
producteur de pétrole au monde. Mais justement, c'est pas ce phénomène-là n'a pas du tout été bénéfique au pays. Et donc c'est dans le delta du Niger que la plupart justement du pétrole est extrait et donc on assiste vraiment à une catastrophe écologique dans cette région du delta du Niger. Et les gens qui vivent là-bas sont obligés de subir les conséquences de cette exploitation pétrolière et ils doivent, alors tous les jours ils sont confrontés à des énormes sortes d'explosions d'émanations de gaz qui sont une pollution, donc évidemment ça pollue l'air mais c'est aussi une pollution sonore assez terrible. Et donc les gens qui vivent dans le delta du Niger, les habitants, les autochtones, doivent subir ça sans récolter aucun des fruits, des bénéfices que font ces compagnies pétrolières et sans bénéficier du fait que la richesse de toute la nation provient des ressources qui sont extraites sur leur terre à eux. Et donc, traditionnellement, les gens qui vivent dans le delta du Niger, c'était donc des pêcheurs. Et évidemment, à cause de l'extraction pétrolière, tous les poissons ont été décimés. Et donc, ça crée de grandes tensions avec le gouvernement. Il y a des milices, même qui patrouillent cette région, mais qui sont plus ou moins corrompus. Et donc voilà, ces pêcheurs, donc qui sont vraiment qui vivent dans l'indigence totale, sont confrontés à tout ça. Et moi, en tant que écrivaine nigériane, évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de ces problèmes-là dans mes œuvres. Et donc la scène que vous décrivez, donc il y a un terme pour ça en anglais, on appelle ça le bunkering, et ça arrive très très souvent. C'est donc quand une pipeline, un oléoduc se retrouve et donc cassé, soit intentionnellement ou alors accidentellement. Et donc il y a évidemment donc du pétrole qui se répand en grande masse et à ce moment-là ça crée des attroupements de gens qui viennent pour essayer de grappiller du pétrole et pour ensuite le vendre sur le marché noir. Et alors, en plus de ça, il se trouve toujours un idiot pour allumer sa cigarette à proximité du pipeline. Et là, boum, c'est l'explosion. Et on a déjà vu parfois des centaines de personnes périr par les flammes à cause de cela. Et donc, dans l'artiste araignée, c'est une histoire. Une nouvelle très courte mais très 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 dense et qui aborde tout un tas de problématiques très très puissantes. Mais bon, je vais arrêter parce que je pourrais en parler pendant des heures et j'arrête là. C'est la fin de notre café littéraire. Vous voyez, on a un peu débordé l'horaire. Il va y avoir la remise des prix. Je suis vraiment très heureuse d'avoir eu l'occasion d'interroger Nnedi Okorafor pour vous permettre de commencer à la découvrir. Ça va être une auteure qui va peser encore plus dans les années à venir et qui reviendra. En tout cas, si elle le souhaite, nous serons ravis de la réinviter dans les années à venir aux Imaginales parce qu'on sait qu'on a affaire à une grande artiste, à une grande écrivaine afro-américaine et qu'on était donc très fiers de la recevoir cette année aux Imaginales. Nnedi Okorafor, Qui a peur de la mort, World Fantasy Award, une des plus belles distinctions américaines, et évidemment le prix Imaginal, et puis Kabu Kabu, un magnifique recueil de nouvelles qui a aussi été beaucoup de s'être exprimé. Allez vite sous la bulle du livre, lui faire signer, les acheter, vous allez avoir de très très belles lectures et l'originalité, la puissance de Nnedi Okorafor. Merci. Merci. Et un grand merci à Morgane Cézanne et à tous les traducteurs des Imaginales, on les applaudit très fort.